Bonjour Aude. Bonjour. Écoute, on est ravis que tu sois notre invitée d'honneur féminine aujourd'hui à Femina. Avant de t'interroger un peu plus sur tes photos, est-ce que tu peux me décrire un peu ton parcours? Comment t'es venue à la photographie? Alors, moi je suis venue sur la photographie quand même un peu sur le tard, hein. C'est vrai que j'en faisais pas quand j'étais jeune. Ça a commencé, je sais pas, il y a à peu près 10 ans. Hein, j'ai commencé à faire pas mal de photos parce que je voyageais beaucoup. Et j'ai vraiment décidé de me lancer dans la photographie. Ça, c'était suite à un voyage que j'avais fait en Haïti, juste après le séisme. Enfin, un voyage, plutôt 3 voyages, parce que je suis allée 3 fois l'année du séisme. Et là, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire au niveau photo. Voilà, il y avait des témoignages qui méritaient d'être faits, et je me suis dit, voilà, c'est quelque chose qui pouvait vraiment donner un sens à ma vie. Et donc là, j'ai décidé de me lancer dans la photo, dans le photojournalisme, sachant qu'avant, effectivement, j'avais fait plutôt des études de droit et de géopolitique, et je travaillais dans la fonction publique. Et quand tu es allé à Haïti, donc la première fois, qu'est-ce qui t'a attiré sur un lieu comme ça où il y avait eu une catastrophe? En général, les gens évitent d'y aller dans ces périodes-là. Qu'est-ce qui t'a attiré d'y aller, toi? Ah, ça c'était le pur hasard. C'est parce que je travaillais avec une association en fait qui s'occupait des peintres locaux. En fait, qui venaient en Inde parce que c'était en fait des peintres qui avaient eu tout leur atelier complètement détruit, et donc l'association en fait s'occupait de récolter des fonds et de ramener des toiles en France pour récolter des fonds pour les aider. Donc à la base c'était un côté, il y avait déjà ce côté un peu humanitaire qui m'intéressait, mais voilà, moi j'ai jamais voulu faire de l'humanitaire, et pour moi la photo c'est un peu le pendant de ça. C'est là que je peux donner un peu ma patte pour changer les choses, c'est un grand mot, mais voilà. Alors justement, quels sont les sujets que tu privilégies en photo, ou les choses qui t'intéressent fondamentalement? Alors moi c'est vrai que ça a souvent été les femmes quand même, mais parce qu'effectivement j'ai été basée au Maghreb, donc moi j'ai commencé ma carrière de photojournaliste en Tunisie au moment de la Révolution, et donc là je suis restée habiter là-bas pendant 4 ans, donc là j'ai sillonné le Maghreb et le Moyen-Orient, et donc effectivement la problématique des femmes c'est quand même quelque chose qui est assez fondamental dans ces pays-là. Mais je m'intéressais aussi à tout ce qui est minorité, donc j'ai aussi beaucoup travaillé sur la minorité LGBT, sur les minorités chrétiennes aussi dans les pays arabes. Donc après moi, mon parcours, ma démarche photographique elle évolue, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans les pays du Maghreb c'était plutôt ça. Maintenant, sur l'espace post-soviétique, je travaille plus sur le... Là en ce moment, par exemple, le projet que je présente, c'est beaucoup axé sur la militarisation des enfants, voilà, sur l'embrigadement des jeunes, spécialement en Ukraine, mais je pense que je vais faire ça de manière plus globale dans les pays de l'espace post-soviétique et peut-être en Russie. Donc voilà, c'est des problématiques, ça dépend des moments. Il y a des moments où voilà, je suis intéressée par une problématique, puis après ça va changer, je vais découvrir d'autres problématiques qui sont aussi intéressantes. Donc voilà. Et quand tu débarques dans un lieu comme ça qu'a priori tu connais pas, qui n'est pas de ta culture en tout cas d'origine, on se demande toujours sur des reportages de photojournalistes comment ils font pour s'insérer, pour se faire admettre des gens. C'est quoi les clés en fait pour toi? Alors, ça, il y a différentes manières, mais en général, on passe toujours par quelqu'un. Parce que, voilà, moi quand j'étais dans les pays du Maghreb, il y avait mon mari qui est tunisien, donc il m'aidait beaucoup. Et là, dans l'espace post-soviétique, comme pas mal de photojournalistes, je travaille avec un fixeur. Donc c'est quelqu'un sur place qui fait la traduction, qui s'arrange pour trouver des bonnes personnes. Et là, pour le coup, alors, comme c'est très cher, bon, c'est un peu compliqué. Mais là, moi, j'ai trouvé une fille qui est devenue une amie en fait, hein, donc une ukrainienne qui est devenue une amie, donc voilà, on travaille ensemble depuis 2 ans, et voilà, donc oui, souvent en fait il faut quand même l'intermédiaire de quelqu'un de local, voilà, qui nous permet d'ouvrir des portes, surtout quand quand c'est une langue différente. Mais bon, en général les gens parlent quand même pas mal anglais maintenant, hein. La jeune génération un peu partout, à part en Russie, mais autrement les gens parlent assez facilement anglais. Donc voilà, il y a un peu des deux. Des fois c'est du hasard, on rencontre des gens qui vont nous faire rencontrer d'autres gens. Après il y a tout un travail de recherche sur internet, oui, il y a un gros travail de recherche avant de partir. Donc on contacte des gens via Facebook, via des réseaux sociaux, des choses comme ça. Donc on se met aussi déjà en relation avec certaines personnes en amont. On débarque pas comme ça, voilà, sans... Enfin, il y en a peut-être qui le font, hein, mais moi je prépare beaucoup mes voyages. Enfin, il y a vraiment une grosse phase de préparation. D'accord. Et
tu passes combien de temps en moyenne, s'il y a une moyenne sur place, quand tu fais un reportage comme ça? Tu es en immersion pendant quoi? 2 jours, 15 jours, 2 mois? C'est quoi le... Alors moi je peux pas partir longtemps parce que j'ai ma petite fille, donc je peux pas la laisser longtemps toute seule. Donc moi en général, là, ces 2 dernières années, c'était des reportages qui duraient une dizaine de jours sur place, quoi. Voilà, une dizaine de jours sur place. Après, j'ai fait d'autres reportages de plus long terme. Moi, j'ai habité Mayotte pendant 2 ans, donc là, j'ai fait un reportage vraiment sur 2 ans entiers sur les femmes migrantes. Parce que je trouvais que voilà, c'est encore les femmes. Mais c'est vrai que dans les, je pense qu'on s'intéresse pas beaucoup. Enfin, c'est vrai que dans tout ce qui est problématique migratoire, on ne s'est pas encore vraiment intéressé au statut particulier des femmes qui voyagent toutes seules, qui prennent le bateau toutes seules. Donc là, voilà, j'ai fait ça sur 2 ans. Quand j'étais en Tunisie, c'est pareil. Les reportages, ça a été beaucoup plus long puisque je vivais sur place. Donc en fait, j'étais en immersion tout le temps, quoi. Donc voilà. Mais maintenant, là, c'est plutôt voilà, 10 jours intenses et j'essaye de partir plusieurs fois dans l'année, quoi. Et le fait que tu sois une femme, tu crois que ça te facilite les choses justement pour photographier d'autres femmes ou ça n'a rien à voir? Si, alors tout dépend encore de l'ère géographique, mais dans les pays arabes, oui, effectivement, dans les pays du Maghreb et du Moyen-Orient, c'est vraiment beaucoup plus facile quand on est une femme. Hein. Les hommes, c'est quand même beaucoup plus difficile. Hein. Donc, et même, je pense que dans d'autres pays, je pense que on a quand même un atout. Hein, pour les femmes, pour l'intimité des femmes. Un homme peut clairement pas entrer dans une intimité aussi intense. Et tu disais là tout à l'heure que tu ne vivais pas forcément que de la photo, même avec, je dirais, ton niveau, ton expérience, le succès de tes publications dans plein de magazines ou d'éditions, même dans le monde entier, t'arrives pas à joindre les 2 bouts dans ce métier? Non, je connais très peu de gens qui le font. Hein. C'est vrai qu'en général, les photographes, ils alimentent toujours à côté avec de la photographie de mariage, du corporate, des choses comme ça. Bon, moi, je fais pas ça. Moi, j'ai un job salarié. Mais bon, je m'achemine à peut-être faire ça plus tard parce que c'est vrai que c'est quand même difficilement conciliable un travail salarié avec très peu de vacances. Je suis obligée de prendre, voilà, de faire mes reportages sur mes congés. Du coup, il y a ma petite fille en même temps, je dois m'occuper d'elle. Enfin, ça devient un petit peu compliqué. Mais c'est vrai que de manière générale, à part les photographes très très connus, il y en a très peu qui vivent que du reportage. Eh bien écoute, merci pour ces détails un peu généraux sur ta carrière. On va aller voir tes photos, ton exposition, et puis tu vas nous parler un petit peu de ce qu'il y a à Femina cette année. D'accord? Merci. D'accord. Alors Aude, nous voilà devant ton exposition. Donc, écoute, je te laisse en parler 2-3 secondes, mais on a bien compris que c'était un thème sur certains pays de l'Est, peut-être un peu oublié ou peut-être au cœur de l'actualité de temps en temps. Alors, est-ce que tu veux bien nous parler de ça, de cette série? Oui. Alors, cette série, c'est À l'ombre de l'Empire. Donc, À l'ombre de l'Empire, c'est donc à l'ombre de l'Empire russe, hein, ça sous-entend ça. Et donc, c'est une série, en fait, sur toutes ces zones grises, enfin les frontières occidentales de la Russie, donc toutes ces zones grises qui sont ces pays qui sont coincés, en fait, entre l'Europe et la Russie, et qui sont souvent sous domination quasi totale de Moscou. Alors, il y a des républiques autoproclamées comme l'Abkhazie dans le Caucase, la République populaire de Donetsk, là qui est sous le feu des médias, mais bon, voilà, qui a fait sécession de l'Ukraine, la Biélorussie qui est une dictature soviétique où quasiment personne ne va. Donc c'est des pays, voilà, qui sont surtout pas très connus parce que c'est vraiment très compliqué d'y aller. Il faut des accréditations et puis surtout en fait l'Occident est très mal vu parce qu'effectivement il y a quand même une propagande russe anti-occidentale qui est très forte, donc on n'est pas vraiment les bienvenus. Donc là-dessus, en fait, moi je vais dresser un portrait global de ces zones-là pour montrer comment les gens vivent là-bas. Voilà, et puis pour montrer aussi qu'il y a une vision peut-être différente des choses, parce que c'est vrai que même s'il y a la propagande russe, souvent ce que les gens pensent ne sont pas forcément complètement faux. Et puis surtout, il y a une nostalgie soviétique qui est vraiment très importante. Et ça, c'est très intéressant de voir aussi comme la tension qu'il y a entre la jeunesse d'un côté qui est quand même plutôt tournée vers l'ouest, vers l'Europe, vers l'Occident, et l'ancienne génération qui est encore très dans la nostalgie soviétique, parce qu'en fait en général ces gens c'est des déçus d'après la perestroïka, c'est des gens qui ont tout perdu à la chute de l'Empire soviétique, de l'Union soviétique, et donc qui ont une nostalgie de cette époque-là, et une nostalgie qui est instrumentalisée par les gouvernements de manière générale. Oui, donc il n'y a
autant, en résumé, de pro-russes que de pro-occidentaux dans l'histoire et qui se mêlent entre eux dans leur vie quotidienne, quoi. Voilà, c'est ça. Alors après, les pro-occidentaux, c'est plutôt les jeunes. Puis après, voilà, les situations sont très différentes. Je vais faire un portrait global, mais la Biélorussie, c'est un pays où de toute manière rien ne va se passer parce que ça a une dictature forte. Donc les jeunes pro-occidentaux ne sont pas forcément en conflit avec les autres, enfin ils vivent comme ils veulent. En Ukraine, pour le coup, là il y a un conflit ouvert entre effectivement donc après c'est des pays aussi où c'est assez dangereux d'aller. Donc là je suis allée sur la ligne de front, je suis allée du côté en République populaire de Donetsk où quasiment plus personne ne peut aller, il n'y a plus aucune ONG qui a le droit de rentrer. Alors par exemple là, je t'arrête. Plus personne ne peut y aller, etc. Comment toi tu y vas dans l'histoire? Parce que tu connais quelqu'un sur place? Parce que après parce que j'ai vraiment envie d'y aller, donc je me démerde pour y aller. Après les gens ils sont pas tous. Non, parce que je pense avoir de la chance. Là c'est vrai que ce qui s'est passé en fait, c'est que beaucoup de journalistes français se voient refuser l'accès parce que ils ont des positions un peu trop pro-ukrainiennes. Après moi comme je suis photographe déjà, pas journaliste et indépendante, du coup ça passe quand même mieux. En plus je suis déjà allée en Abkhazie, qui est déjà une république autoproclamée plutôt pro-russe. Voilà, j'ai quand même la Biélorussie qui est quand même plutôt pro-russe. Du coup, moi j'ai un background qui fait que les autorités, voilà, s'inquiètent pas trop de moi et me laissent passer. Et puis vis-à-vis de, après oui, effectivement, j'ai beaucoup de contacts. C'est des voyages qui se préparent très longtemps à l'avance, des mois et des mois et des mois à l'avance. Et parce que de toute façon, quoi que tu fasses ou que tu ailles dans ce genre d'endroit, les autorités vont être au courant que tu es là et que tu fais un reportage. Bien sûr. On ne peut pas passer complètement incognito. Alors, ça dépend. La Biélorussie, j'ai fait les deux. J'ai fait avec accréditation et sans accréditation. Mais c'est risqué. Donc voilà. Je l'ai fait au départ. La deuxième fois, j'ai demandé l'autorisation. Et je crois que quand j'en reviendrai, je redemanderai parce que c'est quand même. Là, il y a un journaliste ukrainien qui s'est fait arrêter il n'y a pas longtemps. Donc voilà. Mais et voilà, c'est toujours voilà, on ne sait jamais s'il faut demander l'accréditation ou avoir tous les documents nécessaires. Voilà. Parce qu'en fait, effectivement, on est beaucoup plus libre quand on y va en tant que touriste entre guillemets. On peut faire plus de choses, mais après, c'est quand même toujours plus risqué au cas où on se fait arrêter si on touche à des sujets trop sensibles. Et dernière petite question, juste au niveau du traitement de tes photos, qui sont un petit peu désaturées, mais ça dépend des couleurs, qui ont vraiment un profil très justement photo-reportage. C'est vraiment une touche graphique que tu apportes en post-traitement volontaire. Oui. Et du coup, c'est pour ça que mon travail, il est un peu entre les deux. Parce que c'est pas vraiment photojournaliste, parce que le photojournalisme, il y a plus de couleurs, etc. En fait, c'est un mélange en fait entre la photo documentaire et la photo artistique. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficilement calable, parce que pour la presse, souvent c'est un peu trop esthétisé. Pour la photo d'art, c'est trop documentaire, donc c'est un peu difficile à définir. Mais pour moi, c'est important parce que je trouve que comme ça, les photos, elles frappent plus les esprits, quoi. Parce que l'idée, c'est vraiment ça, c'est de frapper les esprits pour montrer ce qui se passe là-bas. Et je trouve que quand on ne fait pas de traitement, c'est moins fort, quoi. Et tu gardes toujours le même traitement ou tu l'adaptes au sujet? Non, sur toute cette série-là, c'est le même traitement, parce que je veux qu'il y ait une homogénéité dans l'ensemble du travail pour que ça. Est-ce que tu faisais sur les pays arabes, c'était déjà un peu dans cette tonalité-là ou tu avais changé? Non, c'était. D'accord, c'était plus chaud? C'était plus chaud, plus rouge, plus. Voilà. C'était pas du tout la même. Parce que là, il y a ce côté un peu nostalgie soviétique, quoi. C'est pour ça que c'est un peu désaturé et ce traitement-là, voilà, correspond bien à la thématique. Alors que dans le monde arabe, c'était autre chose. Dernière question, juste sur ton matériel, tu utilises quoi? Moi, j'utilise un D800 et depuis peu un D500. Et voilà, j'ai une optique polyvalente. Enfin voilà, moi c'est vraiment. Je m'encombre pas d'énormément de matériel parce que j'ai des problèmes de dos, donc voilà, c'est compliqué. Et puis voilà, c'est plus simple pour moi de faire comme ça. Merci beaucoup, Aude. Et puis merci d'avoir accepté d'être notre invité d'honneur. Et puis écoute, j'espère qu'on te reverra, Femina. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.